avez publié chez Guy Trédaniel Petit traité du silence. Pourquoi notre société redoute-t-elle tant le silence? Est-ce que c'est psychologique parce que on a peur de se retrouver soi-même? Est-ce que c'est économique, comme disait Patrick Lelay, parce que le temps de cerveau disponible, ça coûte cher? Euh, Est-ce que c'est sociologique, c'est-à-dire que on a peur de ne pas faire partie du groupe ou pour d'autres raisons? En soi, le silence, il nous renvoie forcément à nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans une atmosphère silencieuse et qu'on n'est pas sollicité par des stimuli extérieurs et notamment sonores, bah forcément, ça ouvre toutes les portes possibles à l'introspection, à la réflexion, et parfois, bah, effectivement, ça peut angoisser de se retrouver face à soi-même, pour peu qu'on soit pas totalement en paix avec soi-même. Plus globalement, il y a effectivement une dimension sociologique. Notre société, de plus en plus, nous a amené à vivre dans un brouhaha permanent, que ce soit le bruit de tous ces objets que nous avons créés, avec lesquels nous vivons, mais aussi le bruit de l'information permanente, le bruit des conversations, le fait qu'on ne sait plus, on n'apprend plus à s'écouter les uns les autres. Donc voilà, on vit dans ce vacarme un peu constant. Donc, quand tout d'un coup il s'interrompt, eh bien là aussi, ça peut créer de l'angoisse et un sentiment soudain de vide et d'absence de vie. Voilà, le silence peut être en ce sens-là associé à la mort et donc bah, peut faire peur. Je pense que il y a aussi biologiquement quelque chose d'assez déstabilisant dans le silence. La preuve, cette expérience qui a été faite, je crois, je pense que c'est Microsoft qui a créé aux États-Unis un caisson totalement isophonique, c'est-à-dire où il n'y a vraiment aucun son à l'extérieur, de l'extérieur qui parvient, pardon, à l'intérieur. Et il y a un challenge qui existe et qui consiste à essayer de rester une heure enfermé tout seul dans ce caisson, où donc on a zéro bruit au sens vraiment, c'est le silence absolu. Et donc on entend en revanche bah, les battements de son cœur, des choses de ses organes qu'on n'est pas du tout habitué à capter et à entendre. Et ça crée effectivement une sorte d'angoisse qui fait que jusqu'à présent, et malgré le challenge qui est, je crois, de plusieurs millions de dollars pour celui qui réussirait à tenir, personne n'a réussi, je crois, à tenir plus de 30 ou 40 minutes. Voilà. Donc, tous ces facteurs font on fuit un peu le silence. Notre société nous y incite de plus en plus et on n'a pas su redonner au silence, et c'est un peu le but du livre, ses lettres de noblesse et essayer d'aller aussi, ça ne veut pas dire renier notre façon de vivre et notre société, mais savoir se ménager à plein de points de vue des plages de silence. Quels sont les effets indésirables de la parole permanente? Est-ce que ça joue sur le cerveau? Est-ce que ça joue sur le discernement? Dites-nous. Alors, il y a effectivement le bruit et la parole. Le bruit, globalement, eh ben, on sait, mais des études vraiment extrêmement sérieuses l'ont prouvé, que c'est générateur de stress. Et à l'inverse, on a montré, les psychologues, les médecins ont montré que le silence, ou une atmosphère extrêmement silencieuse et calme, fait baisser le taux de cortisol dans l'organisme. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, dès qu'on est dans une phase de silence, eh bien, alors on le sait un peu empiriquement, hein, quand on se met dans un endroit calme, par définition, on se sent tout d'un coup un peu apaisé. Mais ça a été avéré vraiment scientifiquement et biologiquement. Voilà, le silence crée une diminution du stress. À l'inverse, le bruit crée une augmentation du stress. Donc ce bruit permanent auquel on est soumis quand on vit notamment dans des atmosphères urbaines, mais même en campagne, c'est de plus en plus difficile d'avoir le silence, eh bien, ça génère du stress permanent et de la fatigue. Et puis, il y a cette parole permanente qui, elle aussi, eh bien, encombre finalement le cerveau et nous empêche, en tout cas, c'est une des thèses que je défends dans le livre, nous empêche, à force, de réfléchir posément et d'être en état de penser, de mûrir une réflexion.
cet état de parole permanent, il est aussi bien observable quand on va dans un café, le fameux café du commerce, que dans un repas de famille ou évidemment avec les chaînes d'information permanentes qui en sont là je veux dire, le paroxysme. Finalement, on a l'impression que si on n'est pas en train de parler, de développer une théorie, une idée, eh bien, on peut passer pour un sot ou pour un ignare ou pour quelqu'un qui n'a pas d'avis. Et ce faisant, bah, de plus en plus, on oublie d'écouter. Or, on ne peut apprendre par définition qu'en écoutant ou en lisant, mais l'un comme l'autre sont des choses qui sont difficilement compatibles avec le fait de parler en même temps. Que, à force de vouloir intelligent, on ne se donne plus aucun moyen de l'être parce qu'on n'apprend plus à force de vouloir parler tout le temps et d'être sans arrêt dans la démonstration et dans le discours. Toute une partie de votre ouvrage qui considère les aspects positifs du silence, en particulier en ce qui concerne la spiritualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je ne fais qu'étayer un peu et reprendre des thèses qui sont connues. C'est vrai que ce soit chez les sages bouddhistes, ceux qui pratiquent la méditation, que ce soit dans je dirais, les principes de nos religieux chrétiens ou catholiques, où là aussi la prière est associée au silence et la communication avec Dieu ne peut se faire que justement dans le silence et dans la cessation de la parole. Les penseurs les plus divers ont développé le fait que effectivement, la mise en veille d'une sorte d'activité permanente de l'esprit est très propice au fait de développer une spiritualité, que ce soit vis-à-vis de soi-même, hein, une meilleure connaissance de soi, une observation de soi qui peut se développer dans cet état de vigilance sereine, si je puis dire, ou que ce soit dans l'apprentissage. Voilà. Et par exemple, pour prendre une autre école, entre guillemets, la franc-maçonnerie fait une large part au silence dans l'apprentissage de cette spiritualité qu'est la franc-maçonnerie, de la même façon que le sage bouddhiste se tait et essaie de se recueillir. Eh bien, l'apprenti franc-maçon n'a pas le droit à la parole et il est censé apprendre à écouter, apprendre à entendre avant avant d'avoir le droit de prendre la parole. Voilà. Et donc, en fait, toutes les vraies écoles d'apprentissage, que ce soit apprentissage de soi ou apprentissage euh, de, de l'environnement et de la culture, ben, prônent la pratique du silence. Alors, vous parlez également de la visualisation créatrice. Quand vous dites peut-on peindre le silence, on peut imaginer que de grands créateurs se sont appuyés sur le silence. Le silence dans l'art, c'est aussi un vrai questionnement. C'est à la fois, je pense, dans, euh, dans une confrontation de l'artiste avec lui-même et avec l'univers qui l'entoure, mais dans une observation justement très recueillie, que le processus créatif peut se développer. Et certains artistes ont particulièrement travaillé là-dessus. Alors, on peut prendre plusieurs exemples. Le célèbre tableau de Nicolas de Staël, le concert, où en fait on a là cette représentation formidable qui est retentissante de couleurs éclatantes, où les sons se traduisent dans les couleurs, etc., que Nicolas de Staël pratiquait merveilleusement. Mais en même temps, en fait, c'est un concert, mais on peut peindre un concert, c'est quand même une gageure incroyable, un challenge formidable. C'est-à-dire qu'en fait, le tableau est totalement silencieux et les échos de ce concert auquel a assisté l'artiste avant de faire ce tableau, en fait, eh bien, ils se répercutent de façon très individuelle entre chaque spectateur et la toile. Et dans un autre domaine tout à fait différent, il y a ce tableau d'Edouard Munch, auquel je consacre aussi un chapitre, qui est c'est le tableau Le Cri, où là, on est plus dans ce silence
imposée que peut être la folie, cette incapacité à dire son malaise, son angoisse, et ce cri, ce personnage dont on voit le visage déformé et la bouche en train de vouloir émettre un cri, mais qui reste par définition totalement silencieux. Là aussi, c'est une façon magnifique de peindre ce que le silence peut avoir aussi parfois de terrible, hein, quand il est incapacité à dire quelque chose. J'aimerais que vous nous donniez, pour les lecteurs de Désir de lire, quelques conseils pour lutter contre l'infobésité. Alors, l'infobésité, juste pour rappeler ça à vos téléspectateurs, à vos auditeurs, c'est le concept effectivement qu'a développé cette sociologue, Caroline Sauvageol, qui aussi était développé par Edgar Morin, qui consiste à vouloir décrire cette surabondance d'informations, d'où le terme obésité. Voilà, c'est la trop grosse présence de l'information qui est due notamment effectivement à la multiplication des chaînes d'information, hein. Et en fait, ce qu'ils ont décrit, Caroline Sauvageol, Edgar Morin et d'autres, c'est le fait que cette surabondance d'informations nous noie en fait totalement. On croit être très bien informé, mais en fait, en étant surinformé, on est aussi désinformé. Et donc, si je peux essayer de donner des conseils, moi-même ayant été journaliste et étant un homme de médias qui crée du contenu, hein, comme vous le faites, Jacques, qui crée du contenu de médias et d'informations, euh, c'est effectivement d'essayer de s'abstraire le plus possible, même si c'est tentant d'avoir le sentiment d'être toujours au fait de l'information et toujours au dernier moment à la dernière seconde du dernier scoop, etc. Mais c'est de s'abstraire au maximum, au contraire de ce flux-là, qui est, à mon avis, très nocif et très permissif, et d'essayer effectivement d'avoir un rapport à l'information plus posé, plus sporadique, plus momentané, prendre des rendez-vous, aller aussi évidemment ne pas oublier que la presse écrite, qu'elle soit papier ou informatique, peut permettre aussi de s'informer d'une façon différente en subissant moins le flux bruyant de l'information et visuel et auditif. Eh ben, l'information, elle a besoin d'être digérée, d'être remise dans un contexte, d'être analysée et comprise. Et que c'est tout le contraire, en fait, ce que nous proposent les chaînes d'information en permanence. C'est tout le contraire de ça, quand ce n'est pas en plus des débats bruyants et, euh, et totalement stériles où les gens se hurlent les uns sur les autres sans, encore une fois, s'écouter une seule seconde. Voilà, donc moi, je conseille, ce qui peut paraître un peu paradoxal, encore une fois, vu mon statut d'homme de médias, mais et c'est un exercice auquel j'essaie de m'astreindre moi-même, pas toujours pas avec succès, hein, donc je ne me prétends pas meilleur que les autres, bien au contraire, et je ne donne de leçons à personne, j'essaie juste de conseiller et de m'appliquer moi-même ces conseils, voilà, d'essayer au maximum de couper ces chaînes d'information qui me semblent, moi, extrêmement nocives et plutôt contraires, enfin, avoir un effet totalement contre-productif par rapport à ce qu'on recherche. Eh bien, Pascal Bataille, merci. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qu'on ne Merci Jacques saurait Alescani. que recommander à tous les apprentis de toutes les spiritualités pour que quelque Exactement. part ils puissent choisir le moment de parcourir votre ouvrage.